Je m'en sentais pas du tout capable et donc c'était pas pour moi. Elle me dit, bah écoute, ce projet il a l'air très intéressant et ben on va lancer un poste de doctorante. Et donc ils sont très confiants. Moi aussi je suis naïvement extrêmement confiante. Et puis quelques semaines plus tard, l'administration de la fac de Stuttgart me dit, ah bah oui mais c'est compliqué. Donc là je me tourne vers la Sorbonne et puis là on me renvoie un mail que c'est pas possible, que des gens comme moi ne font pas de thèse. Ils ne comprennent même pas que j'ai eu même l'idée de vouloir faire une thèse. Pour qui je me prends quoi. Donc ils me disent, madame, vous avez votre bac français, merci beaucoup. Je me suis dit, mais ça suffit quoi. Je me dis, ça y est, c'est terminé. Et puis au même moment, ils m'ont dit, non mais madame, en fait, le truc, il est très simple. Je me suis honnêtement dit, ok, j'arrête la recherche, c'est pas pour moi en fait. Du coup, ça y est, là, je me sens vraiment être à ma place. Tous ces doutes-là qui jalonnent ce parcours de recherche qui, évidemment, est absolument extraordinaire. J'ai pris énormément de plaisir, j'ai adoré. Ouais. J'aurais jamais pu le faire si j'avais enchaîné tout de suite après le master. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Chercheur, réveille-toi. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Amandine Colson. Docteure en technologie du numérique dans la conservation du patrimoine, elle occupe aujourd'hui un poste passionnant en tant que conservatrice du patrimoine en Allemagne. En doctorat, Amandine a vécu moult péripéties, notamment administratives, puisqu'après avoir obtenu un financement de 3 ans pour sa thèse, aucune université ne voulait l'inscrire. En Allemagne, en France, en Norvège, au Danemark et même en Autriche, Amandine a tout essayé pendant 2 ans, mais rien ne fonctionnait, c'est-à-dire qu'aucune université ne voulait d'elle et de sa thèse. Après 2 ans de financement, la seule option qui semblait rester, c'était d'abandonner son projet. Mais impossible n'est pas Amandine, et vous allez découvrir comment finalement tout s'est débloqué en un claquement de doigts dès lors que quelqu'un a décidé d'intervenir. Cet épisode, je veux vraiment que tous les jeunes chercheurs l'entendent et le gardent dans un coin de leur esprit, parce qu'on peut parfois croire qu'en recherche, quelque chose finira par avoir raison de nous et de notre projet. Dès l'étape d'inscription, on peut douter d'y arriver, on peut douter de ses capacités, de son parcours, on peut même se dire qu'on est trop âgé ou qu'on n'a pas les compétences pour. Et pourtant là, Amandine nous démontre qu'il y a toujours une possibilité, même quand tout laisse à penser que c'est impossible. J'espère que cet épisode te plaira et surtout qu'il t'inspirera durablement dans ton propre parcours de thèse et bien au-delà. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Erika, très contente d'être ici. Peut-être Amandine, je vais te laisser te présenter. Oui, donc je suis Amandine Colson, je suis franco-allemande, j'ai un doctorat en protection du patrimoine. J'ai commencé mon parcours via l'archéologie et la conservation-restauration du patrimoine. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai déménagé en Allemagne il y a à peu près 12 ans maintenant. Et puis, voilà, mon parcours académique, il a continué à évoluer de façon parfois un petit peu inattendue. Et voilà, je pense que c'est aussi ce que j'aimerais partager avec les auditeurs, voilà, un parcours professionnel qui est lié aussi forcément à notre vie personnelle et qui a pas mal de rebondissements et voilà, des choses qui ne sont pas linéaires. Et c'est ça que j'aimerais aussi partager aujourd'hui. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. On ne sait jamais où on va et c'est ça qui est passionnant, même si parfois ça donne le vertige vraiment, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Peut-être que justement, on peut aller tout de suite par là, sur ce chemin-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que, voilà, tu peux, retracer ce parcours peut-être et nous expliquer surtout ce que tu as vécu, comment tu as vécu les virages, et les secousses, si s'il y en a eu en particulier? J'ai fait mes études, j'ai passé mon bac à Paris, j'ai fait le début de mes études à Paris, dans une ambiance assez élite à la française, avec un certain goût pour les grandes écoles. Moi, j'ai fait l'école du Louvre, donc j'ai passé les concours en terminale. Voilà, donc j'étais dans ce modèle-là, passer des concours et essayer d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Et puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise dans une école privée. Donc déjà là, c'était le premier virage où j'ai décidé de me diriger vers une école privée pour continuer mes études. Et puis ensuite, je suis allée en Allemagne pour rejoindre mon compagnon. Et puis, j'avais jamais complètement prévu, en fait, de me lancer dans une thèse de doctorat. J'ai travaillé une petite dizaine d'années, on va dire. Et puis, je me suis lancée, j'ai eu une opportunité d'un projet. Moi, j'ai commencé en me disant, c'est un projet comme un autre qui a voilà, un début et qui a une fin. Et je me suis lancée là-dedans. Donc, j'ai jamais eu, en fait, l'ambition de faire une thèse. Je m'en sentais pas du tout capable. Pour moi, c'était des gens extraordinairement brillants qui étaient capables de ce type de performance, parce que à cette époque, c'était vraiment ce que je me disais. Et donc, c'était pas pour moi. Et puis, je me Ouais. suis retrouvée catapultée là-dedans pour plein de raisons différentes. Ma participation à un projet européen. Et tout à un moment donné, s'est aligné. Et du coup, j'ai pas lutté. En fait, je me suis dit, OK,
bah, là, les choses s'alignent, et bah, c'est qu'il faut le faire. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et c'est en ça que je disais pas linéaire, parce que j'ai pas un parcours académique lambda, on va dire, où voilà, on a eu son bac, Ouais. peut-être avec une mention, et voilà, on enchaîne le parcours sans encombre, sans embûches, on est extrêmement brillant et les choses roulent. C'était pas du tout mon profil. Et du coup, forcément, personnellement aussi, quand on se dit déjà dès le départ, on n'a pas l'impression d'être assez brillant pour pouvoir réussir dans ce parcours-là. Du coup, voilà, on pose des questions sur sa légitimité. Et puis moi, j'étais financée à 100%, donc il y a des doutes aussi. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ça vaut mieux, ça vaut plus la peine de me financer moi qu'une autre personne qui serait peut-être plus méritante? Et donc, c'est tous ces doutes-là qui jalonnent ce parcours de recherche qui, évidemment, est absolument extraordinaire, faut pas se mentir, Mm. et dans lequel j'ai pris énormément de plaisir. J'ai Ouais. adoré, vraiment adoré, même si c'était dur, j'ai Ouais. adoré. Et voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi à dire dans un parcours de thèse, que il n'est pas obligatoire d'enchaîner la thèse après le master. Mm. Moi, en tout cas, j'ai trouvé très bénéfique d'avoir ce temps de pause et d'avoir ce temps dans la vie professionnelle, dans mon domaine de compétences, de pouvoir du coup identifier les thèmes de recherche qui pouvaient être intéressants et là où il y avait des problèmes de recherche qui n'étaient pas encore complètement traités, et quels sont actuellement les thèmes au niveau international qui sont porteurs, qui sont innovants. Et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais enchaîné tout de suite après le master. C'est clair, Ouais. jamais. Totalement d'accord avec toi et aujourd'hui j'accompagne beaucoup de professionnels justement qui reviennent vers le doctorat après quelques années, parfois après de nombreuses années et ils ont vraiment le même raisonnement. En fait, les personnes que j'accompagne sont souvent plus âgées que moi Mm. et j'ai des difficultés à les convaincre que, c'est tout à fait, courant, normal et même, c'est un vrai plus, en fait. Moi, je le vois. Mm. Je le vois, dans la maturité des personnes, que j'accompagne. C'est la maturité professionnelle, hein. J'entends évidemment que, Oui. à différents âges de la vie, de toute façon, on a des maturités qui évoluent, mais une maturité professionnelle, je pense, ce sont des profils qui sont plus solides, à mon avis, pour aborder la thèse et pour aborder, tout ce qui concerne, la hiérarchie académique, les relations avec le directeur, avec les autres chercheurs, avec l'université elle-même qui est assez impitoyable, qui peut, heu, qui peut nous conduire à avoir des comportements qu'on n'aurait pas, dans d'autres, sphères professionnelles et qui dans cet univers-là, bizarrement, nous font plier. C'est assez Mm. curieux parce que moi j'avais pas travaillé comme vous, pendant plusieurs années, entre le master et le doctorat, mais j'avais travaillé pendant mes études, donc j'avais quand même une Bien sûr. posture professionnelle par ailleurs et en doctorat, il s'est passé des trucs qui auraient jamais pu se produire, dans «l'univers normal» entre guillemets. Donc ça C'est clair. c'est intéressant. Je te remercie d'avoir, évoqué, cet aspect-là parce que c'est important de le rappeler et le fait que tu sois passé par là toi-même et que tu le dises, c'est bien. Je pense que ça va résonner beaucoup avec, certains de nos auditeurs. Simplement pour revenir un petit peu sur, ton parcours, tu disais que tu avais à un moment donné, décidé de partir sur une poursuite dans le privé. Qu'est-ce qui fait que tu t'es tournée vers le privé à un moment donné? Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un Mm. sujet que j'ai abordé dans un des épisodes précédents. Toi, de ton côté, comment t'as fait ce tournant, en fait? C'était un moment où je passe le concours de l'école du Louvre, je suis en terminale, je pense pas du tout l'avoir. En fait, Ouais. j'y vais les mains dans les poches, je me dis que je n'aurai jamais. Donc je suis très détendue. Parce que je me dis que je l'aurai pas. Donc de toute Ouais. façon, il n'y a aucun enjeu, parce que je l'aurai pas. Mmh mh. Je le passe, je l'ai. Incroyable. Et tout le monde me dit, mais c'est pas possible, les gens font prépa littéraire avant, enfin les gens, voilà. Donc, je le passe, je l'ai. Et du coup, cette ambiance comme ça, très à la française, très fermée, très tout Mmh. ça, où il y a une seule façon de faire, Ouais. et on met tout sur l'écrit, etc. Ça m'a pas plu du tout, en fait. Donc, OK. j'ai fait une première année d'école du Louvre. Après, j'ai eu d'autres problèmes aussi familiaux en parallèle, donc ça a été assez compliqué, un moment de ma vie assez compliqué. Et donc, du coup, j'avais du mal à me concentrer sur mes études. Puis du coup, j'ai refait une première année d'école du Louvre en bossant comme D'accord. une malade parce qu'évidemment, en sortant du bac, j'avais pas les outils. J'avais pas les Ouais. outils, j'avais pas la méthode, donc j'étais complètement larguée, ça c'est évident. Donc avoir le concours, c'est une chose, mais j'étais pas préparée pour la masse de travail qui est demandée à l'école du Louvre, où on n'est pas suivi. C'est encore même encore plus challengeant que l'université parce on est libre à nous-mêmes, quoi. Ouais. Ça, j'étais pas préparée. Donc, je me suis complètement plantée.
Et puis l'ambiance, etc. Et ce truc d'élite à la française, enfin, je l'interprète comme ça maintenant, a posteriori, mais c'était pas pour moi en fait. Et du coup, j'ai fait plusieurs stages, je faisais déjà des chantiers archéologiques, donc j'étais à fond là-dedans, ça me plaisait beaucoup. Intellectuellement, je me sentais vraiment à ma place. Et puis le côté manuel me manquait beaucoup. Et je me suis dit, ok, je vais faire de la restauration-conservation du patrimoine, c'est ça que j'ai envie de faire. Et Ok. puis, du coup, je me renseigne et je vois que bah, il n'y a pas énormément d'options. Bah, il y a l'Institut national du patrimoine et puis, à l'époque, Paris 1. Et puis, je me dis, bah, ça va me relancer dans passer les concours, attendre 1 an, peut-être Mm. 2 ans avant éventuellement d'avoir l'espoir de rentrer dans ces études-là. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais eu mon bac et je me suis dit, OK, non, Ouais. il y a cette option d'une école privée. J'ai passé les entretiens, j'ai été acceptée. Et du coup, je me suis dit, OK, donc on va faire ça. Et forcément, hein, je savais qu'avec ce système à la française, dans la culture, ça allait être compliqué et éventuellement, ça allait être difficile pour moi de trouver, enfin, d'être acceptée avec ce diplôme d'école privée. Mais je me suis quand même lancée là-dedans. A posteriori, je pense que c'était une bonne option pour moi. Oui. Et du coup, voilà, j'ai pu me lancer dans les études tout de suite, dans Ouais. les études de conservation-restauration. J'ai pu faire des stages et tous mes stages, je les ai faits dans la fonction publique, hein. Je les ai faits dans des institutions nationales françaises. J'ai travaillé pour le département de recherche en archéologie subaquatique et sous-marine, le DRASM de Marseille. Enfin, j'ai travaillé que dans le public, en fait. Et puis ensuite, j'ai eu mon premier poste en France, dans le nord dans le nord de la France, à la communauté d'agglomération du Douaisis. Mm. Voilà, donc moi, ça m'a paru tout allait bien au moment de mon diplôme. Je me souviens, il y avait eu un petit peu des commentaires avec des collègues du DRASM, restaurateurs, qui me disaient: «Ah oui, mais t'as pas un diplôme d'école Mm. publique, donc c'est un diplôme acheté.» Enfin voilà, donc il y avait déjà cette discussion-là. Mais j'avoue qu'à cette époque-là, je l'ai un peu ignoré. Je me suis dit: «Ok, D'accord. moi je vais de l'avant.» Ouais, oui. J'ai un diplôme, j'ai fait une formation, j'ai fait un mémoire de master dans lequel je me suis donnée, etc. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investie. Donc, moi, j'ai pas eu l'impression pendant les études que les enseignements, autant que moi, ma quantité mon investissement et le travail que je fournissais, j'ai pas l'impression qu'il était de moins Ouais. bonne qualité Mm. que si j'avais été dans d'autres institutions publiques françaises. Non, mais ça, j'en suis convaincue, hein. C'est heureusement que j'ai fini par passer de l'autre côté en tant qu'enseignante et que j'ai pu observer qu'effectivement, non, ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter son diplôme. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui fait que tu te rapproches du doctorat? Juste un mot peut-être sur, est-ce que tu as rencontré des difficultés vraiment réelles du fait d'avoir, eu cette formation dans le privé ou pas? Bah, je pense que j'aurais eu des difficultés si j'étais restée en France. Ça, c'est clair. Ouais, OK, d'accord, Ça, ouais. c'est clair. Et donc tu as réussi à naviguer quand même, assez vite, en faisant tes preuves, après ton diplôme, ça s'est Une bien fois arrivée en passé Allemagne, c'était globalement? plus- Une fois arrivée Ouais. en Allemagne, j'ai passé 2 ans dans le Louisie et ensuite j'ai Mmh. déménagé en Allemagne. Et après, en Allemagne, ça n'a plus jamais été un sujet. Hyper intéressant ça. Plus jamais un sujet. Ouais. Si quelqu'un a des compétences Ouais. scientifiques Mmh. intéressantes, cette personne peut s'inscrire en thèse. Mais ça, c'est génial. Et donc, voilà, on était parti sur ça. Et finalement, problème d'administration avec un directeur de l'université qui est parti dans la politique du Länder local, Baden-Württemberg. Et du coup, la personne qui était en intérim dit: «Ah non, non, mais moi, je ne vais pas prendre ce type de décision, ça m'a l'air un petit peu touchy.» Voilà, donc la porte se ferme comme ça. Et moi, Mince. ça faisait déjà 2 ans que j'avais du financement, 2 ans que j'étais déjà lancée dans le parcours de thèse, sans suivi Ouais, scientifique. ça c'est intéressant parce qu'on va en parler, on l'a pas encore vraiment mentionné, mais c'est vrai que tu avais trouvé le financement Oui, et ensuite tu as mis 2 ans à pouvoir t'inscrire. Alors ça, c'est oui, quand même un truc de fou. Déjà, comment ça s'est fait? Comment tu as eu un financement pour une thèse sans avoir besoin de t'inscrire en OK. doctorat? Comment tu as fait pour décrocher ce financement? Donc tu as tout à l'heure évoqué un passage dans le projet européen. Oui. Comment ça s'est fait exactement? En fait, je travaillais dans un musée. Il y a 8 musées nationaux en Allemagne qui sont musées nationaux centres de recherche. Et donc, ils accueillent des doctorants sur plein de sujets différents. Et donc, je suis dans ce musée. J'ai un poste de restauratrice, conservatrice du patrimoine. Et je commence à travailler sur un projet spécifique qui est assez innovant. Ma chef m'envoie présenter ces résultats-là et le truc prend de l'ampleur. Donc on a des bons retours au niveau européen sur ce projet qui leur paraît être très porteur, être très intéressant. Et voilà, en gros, les retours, c'est il faut continuer dans cette voie-là.
Mhm. Et là, mon contrat se termine au bout de 2 ans et normalement, je devais être reconduit en CDI, mais il y a d'autres problèmes politiques à l'intérieur du musée. Et du coup, la directrice générale, qui est parallèlement aussi dans ce type de structure-là, qui est aussi professeure à l'université, en l'occurrence à l'université de Brême, c'était le Musée national maritime, Ouais. elle me dit, bah écoute, ce projet, il a l'air très intéressant, et ben on va lancer un poste de doctorante. Donc le poste va être annoncé, donc il est payé, donc c'est 60% d'un poste de chercheur. Je suis employée directement par le musée en fait. Donc il lance l'annonce, il y a différents candidats. Je postule à ce poste-là qui était quand même plutôt axé sur mon profil, mais bon voilà, il se passe des candidatures en bonne et due forme. Bon, je fais les entretiens et j'ai le poste. Attends, alors là, je t'arrête 2 secondes parce que ça, c'est intéressant. Ça, je sais que ça va faire tiquer plein de gens. Est-ce que tu penses que tu as été favorisée? On sait que ça se passe comme ça aussi souvent en France. On sait très Oui, bien qu'il y a un candidat qui est pressenti au départ. D'ailleurs, on a quand même ouvert le poste ici, à la base, sur toi, enfin, sur oui. ton projet. Est-ce que tu penses qu'il aurait été possible que quelqu'un d'autre ait le poste ou pas? Tu penses que non? Oui, l'annonce était quand même rédigée de manière assez ouverte pour que ce soit pas complètement fermé à d'autres gens. D'ailleurs, il y a une autre collègue qui ensuite, elle, a fait sa thèse à l'université Stuttgart en l'occurrence, qui avait des problématiques aussi qui étaient assez similaires et ça aurait tout à fait pu coller. Ça aurait D'accord, fait tout donc à tu as fait pu eu coller. vraiment le stress de savoir si ce serait toi ou pas, en fait? Ah oui, oui, oui. Ah non, Ouais, OK. honnêtement, c'était pas couru d'avance, hein. C'était vraiment pas couru D'accord. d'avance que je l'ai. Ça, c'est clair. OK. Et ben, je tenais à ce qu'on en parle parce qu'autrement, ça tel que tu l'as raconté, ça avait l'air un truc fléché, vraiment Oui. sur toi, avec des entretiens bidons et tout le monde Non. perd son temps et ça, c'est courant que je l'entende tout le temps, sur des postes en France, sur des postes de maître de conf notamment, donc c'est chouette. Alors évidemment, on fera pas de généralité, mais on sait que dans tout cas, a Alors après, priori, il y a pas eu 50 candidats, hein, faut être non, honnête, bien hein. sûr, Il y bah en a oui. eu 3, D'accord. dont une collègue qui avait tout à fait ses chances. Les autres, j'ai pas de souvenir, ça fait un petit peu de temps maintenant. Ouais. Les entretiens, c'était 2015-2016, donc ça fait un petit temps. Ouais, OK. Mais en tout cas, il y avait une autre personne qui avait tout à fait ses chances, qui avait tout à fait OK. ses chances. OK. D'accord. Que je Donc rencontrais personnellement plus tard et qui m'a du coup parlé ouais, de sa candidature et de sa venue à l'entretien, etc. elle t'en avait voulu? Non, je pense pas, non. Des fois, il y a des gens qui nous en veulent, on savait même pas, tu vois? Non, après, à d'autres moments, je l'ai aidé, donc de toute façon, Ouais. non, 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 ça ne Ouais, suffit puis pas. je pense qu'à un moment donné, c'est le jeu, quoi. Faut le Ouais, savoir. Oui, ça des fois c'est un peu fléché, on le sait, et parfois non. Donc enfin, je veux dire, faut juste le savoir et se dire que, bah, des fois ça peut marcher quand même. Donc voilà, tu récupères ce poste, oui, tu démarres, tu doctorante pour le musée voilà. et Donc là je commence et là, on me dit: «Bon, bah oui, bah, faut trouver une université maintenant». bah oui, Ah oui, d'accord, faut trouver une université. Donc bah je me oui. lance Ouais. et moi je me dis: «Je veux pas être, justement suivie par des archéologues ou des historiens de l'art, voilà. Je veux être, suivie par, des conservateurs-restaurateurs qui ont ces problématiques-là, bien en vue». Donc du coup, je me rapproche de la fac de Stuttgart, super contact, ils sont motivés, ils sont intéressés, et cetera. Je leur pose un petit peu, bah, les conditions, leur dire que le financement, il est déjà là, donc eux, ils sont absolument ravis, Bah évidemment. oui. Mmh. En Le général, finan le financement, il est réglé, ce qui est le plus dur à trouver, donc eux, ils c'est sont clair. très contents et donc ils sont très confiants. Moi aussi, je suis naïvement extrêmement confiante et puis là, je commence à, faire les démarches, donc le résumé, pour s'inscrire en thèse, le résumé du projet de recherche et cetera, enfin voilà, Ouais. toute la partie administrative. Je rends tout ça et puis quelques semaines plus tard, l'administration de la fac de Stuttgart me dit: «Ah bah oui, mais c'est compliqué», jusqu'à ce que la personne qui était censée me suivre me dise: «Mais en fait, on ne peut pas t'inscrire». L'Allemagne a des accords avec la France sur tout ce qui sont, les diplômes, bah, des institutions publiques OK. Ah ça, et c'est comme quand ils même n'ont pas important. d'accord pour, tout ce qui est école privée et bah, ils décident qu'ils s'en occupent pas et comme ils s'en OK. occupent pas et bah, du coup, c'est pas reconnu. Ça, c'est dingue, hein. Donc ils me disent: «Madame, vous avez votre bac français, merci beaucoup». Je leur Non dis: «Mais mais attends, c'est quand même pas possible parce que, j'ai fait 5 ans d'études et puis j'ai 10 ans d'expérience professionnelle». mmh, «Oui, vous avez votre bac français, merci beaucoup». dingue. Donc là, tu te tournes vers la Sorbonne, enfin vers Paris 1. Voilà, donc là, je me tourne vers la Sorbonne, j'essaie de voir avec eux ce qui est possible, en étant extrêmement diplomate, en leur expliquant la Oui. situation, que je comprends tout à fait, les tensions qu'il y a autour de cette question-là, des diplômes, des écoles, que moi, j'ai absolument aucune intention de revenir en France, donc il ne faut pas du tout s'inquiéter. Je suis absolument pas une problématique, je suis pas une petite, Amandine Colson qui va être problématique quand même pour la Mmh. Sorbonne, donc et puis là, on me renvoie un mail que c'est pas possible, que des gens comme moi ne font pas de thèse.
ils ne comprennent même pas que j'ai eu même l'idée de vouloir faire une thèse et Oui. que du coup, voilà. Mais pour qui je me prends, quoi, en fait, c'est ça qu'on me dit. Waouh. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc, du coup, je continue à chercher. À ce moment-là, bah, on arrive, c'est ça, presque à la fin des 2 ans. Ma chef me dit, bah, à un moment donné, il va quand même bien falloir Bah oui. parce que là, t'es pas suivi. Moi, je continue ma route, quoi. Donc, je continue, je suis organisée, je fais des publications dans des revues, je participe à des conférences, j'ai des super retours. Donc, le truc fonctionne bien de ce côté-là et j'avance, quoi. Je continue à avancer. J'ai une bourse pour aller en Norvège, donc je passe 2 mois à Oslo, c'est superbe, super retour, pareil à l'université d'Oslo. Mm. Et du coup, je me dis, OK, bah, si ça marche pas en Allemagne, bah, je fais des demandes pour être suivie à l'université d'Oslo, qui a aussi un pôle de conservation-restauration du patrimoine. Je fais Oui. aussi une demande pour Copenhague. Et puis au même moment, une collègue que j'avais rencontrée dans le cadre du projet européen, allemande, qui travaillait à l'époque à Londres, obtient une chaire en Allemagne qui correspond. Tout Ok, à là, fait. Donc, elle l'a la fait passer. 3D et la 3D pour la conservation du patrimoine. Enfin, voilà, tout qui s'aligne très, très bien avec ce que je fais. Et du coup, je lui demande. Elle me dit, bah, écoute, Oui. j'ai pas encore pris mon poste. Laisse-moi prendre mon poste. Il me faut quelques mois pour atterrir. Mais vas-y, on fait. On y va. Comme quoi, la force du réseau. Ouais, Enfin, je veux dire, là, dingue. c'est le hasard. Enfin, je veux dire, tu as Oui, croisé la route de cette dame-là, oui, vous avez été collègues, et en fait, elle te sauve le truc oui. des années Et moi, plus j'y tard. crois pas. Je me dis que ça Ben va oui, pas fonctionner. ouais, Stuttgart, ils ont fait des pieds et des mains pendant 2 ans, ils n'ont pas réussi. Et eux, ils m'ont dit, ils ont même, eux, commencé à fait des demandes à Vienne, en Autriche. Et pareil, les Autrichiens ont dit non, mais c'est mort. non, mais c'est Donc moi, fou. je me dis, ça Mm. y est, c'est terminé, alors que Ouais, j'avais des lettres de recommandation ouais, de grands pontes en Allemagne dans le domaine, de directeurs de grands musées nationaux qui disent, mais Madame Colson, c'est pas qu'on conseille qu'on la soutient, c'est qu'il faut qu'elle fasse une thèse. Le sujet est absolument passionnant, c'est quelqu'un d'hyper compétent. C'est une personne, c'est essentiel qu'elle fasse une thèse de doctorat parce que c'est quelqu'un voilà, qui a un potentiel bien sûr. scientifique et dans la recherche qui est, voilà, qui est hors norme. Ok, donc comme là, c'est vraiment, j'adore. Je ne le dirai jamais assez, il faut, vraiment, pas hésiter à rappeler, des personnes qui sont placées à Oui, tel endroit, quand ça bouge, parce que ça bouge énormément en fait, hein, oui, sur 10 ans, 15 ans, ça bouge énormément et des fois, il peut y avoir une personne clé et c'est bien d'avoir eu, ce courage d'aller lui poser la question parce que ça a pas dû être facile non plus. Tu te dis: «Je vais passer pour qui?» oui, Mais en fait non, que la preuve, c'est que ça a fonctionné donc tu as pu t'inscrire enfin après 2 ans, c'est ça? Ou ouais. plus de 2 ans? Et là, ça a été très, très vite. Elle a pris ce poste à l'automne 2017 et en février 2018, j'étais inscrite. J'ai fait les OK. documents. Je suis allée personnellement à la fac de Bamberg en m'excusant 50 fois, en leur expliquant que mon dossier était compliqué, que ça fait 2 ans que je me battais et que je pensais pas qu'on y arriverait. Et ils m'ont dit, non, mais madame, en fait, le truc, il est très simple. Non mais Très simple, c'est-à-dire que la professeure directrice de la chaire, elle veut que vous soyez sa doctorant. Point à la ligne. voilà. Et donc, nous, notre rôle à l'administration, c'est de faire que ça fonctionne. C'est tout. Je trouve ça fou parce qu'en fait, c'est exactement, on met le doigt là, je trouve, sur cette ambivalence en fait de l'administration académique, que ce soit en France ou à l'étranger, on a l'impression que ce sont des grosses machines partout, que ce sont des gros paquebots, que s'il y a un petit grain de sable qui fait que ça bloque et bah, tout est bloqué. Là, tu as quand même été bloqué pendant 2 ans pour Ouais, une histoire qui, en fin de compte, s'est résolue en 2 minutes. ouais, Donc comme quoi, en fait, on dit: «Ouais, c'est des grosses machines», c'est vrai et d'un autre côté, c'est de l'humain, en fait. oui, C'est vraiment de l'humain. C'est l'humain qui va débloquer la situation. oui, Donc il y a un côté très inhumain et à la fois un côté très humain. On peut pas dire que c'est que l'un ou que l'autre parce qu'on aura oui, toujours des cas où on nous montrera que non, c'est l'autre. Mais en fait, c'est les 2. oui. Comme quoi, bah, il faut pas se laisser décourager. Heureusement, toi, tu avais ton financement, mais peut-être que si tu l'avais pas eu, en fait, tu aurais lâché l'affaire Bah, il y a eu un et moment, en fait, c'était le financement, c'était 2 plus un, 2 années plus une année. Et donc ouais, là, j'allais gentiment à la fin ouais. du premier cycle de 2 ans. Et la directrice générale du musée et professeure à l'université, elle me dit, Amandine, mais là, on arrive au bout des 2 ans. Si tu n'as Mmh. pas d'université et donc que tu n'es pas administrativement en mesure de pouvoir faire une thèse, moi, je ne veux pas te donner la dernière année. C'est pas D'accord. possible. Ça a dû être source de stress, pour toi, Ah oui, énormément, enfin, non, c'est des nuits ouais, blanches, ouais, c'est un stress considérable, c'est ouais, une prise de poids, c'est du OK, stress, c'est être à fleur de peau, c'est ah oui, c'est ouais. et en même temps, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que je suis une bulldozer quoi, ambiance Mmh. déterminée, j'ai une force de caractère très, 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 très forte.
OK. très, voilà, très intense. Et c'est ça qui m'a sauvée, je pense. Ouais. Vraiment. Quand on Ça s'est m'a ren permis de rester au-dessus de l'eau, quoi, et de pas me ouais. noyer. Mais ça a dû être, extrêmement long, ça a dû être, vraiment, enfin, quelque part, ça a peut-être éclipsé d'autres aspects, qui stressent beaucoup les jeunes chercheurs parce que toi, tu étais tu du focus sur ce problème-là en Oui, particulier et peut-être que les autres, du coup, qui gravitaient autour t'ont paru plus petits, oui, finalement. Peut-être que si tu avais pu t'inscrire tout de suite, d'autres choses auraient émergé. Quand on s'est c'est possible. rencontrés, tu as dit un truc qui m'a énormément interpellée, j'avais noté, c'est, «En doctorat, tu es confronté à tous tes démons et toute la merde ressort». Ouais. J'avais noté ça et puis on a discuté, j'étais pas revenue là-dessus Très et est-ce poétique. que, non, bah, non, mais bah, moi je trouve ça, je suis totalement en fait, c'est exactement ce que j'ai dit à Josepha Le Sourd-Leclinch quand elle m'a interviewée pour son média, Quoique. Je lui ai dit exactement ça, en fait. Je lui ai dit: «Je pense qu'il y avait un terrain avant et le doctorat a tout activé, a tout, tu vois? C'est comme quand tu veux faire un tri dans un placard, tu sors tout. Ouais. C'est avant de pouvoir retrouver en fait, avant de pouvoir, passer ce cap où tout est beau et tout est rangé et tout redevient paisible, il faut en passer par cette étape où, ouais, ça a l'air, catastrophique, désastreux, plein de merde et Mm. il faut ensuite tout ranger et faire le tri et pour moi aussi, le doctorat, il a eu vraiment cet effet-là et j'aimerais bien qu'on en parle peut-être un peu. Est-ce que, Mm. enfin, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que c'est uniquement les questions administratives qui t'ont plombé l'expérience? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est sûr que pendant le doctorat, qu'on soit suivi dès le départ ou pas, on est seul. Ouais, On est seul, et on commence une aventure où si on a la chance d'être suivi dès le départ, assez rapidement, on rentre extrêmement en profondeur dans un sujet, quel qu'il ouais, soit, et la personne qui nous suit, que ce soit la personne la plus expérimentée dans ce domaine-là, n'aura jamais une seule seconde autant de connaissances sur ce sujet-là en particulier sur lequel on est en train de travailler pour notre thèse. Et ça va vite en fait. Ça va très vite parce qu'on est focus sur, après forcément, on sait, il va falloir réduire, il va falloir, ouais, voilà. Mais ça va vite. Et ça, c'est une expérience qu'on n'a pas en master parce que le master, allez, c'est peut-être 6 mois de travail. On a 2, 3 mois de recherche dans la littérature scientifique et ensuite il faut rédiger, etc. Donc, bon. Donc, on va en profondeur et on connaît quelque chose, mais en thèse, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en profondeur. mmh, Et c'est l'objectif. Et c'est le plus agréable. mmh, Parce que c'est génial de pas, au début, de ne pas avoir de limites. c'est clair. Les limites, c'est l'horizon. Donc, Mmh, on fonce, on fonce, on fonce. Et c'est jubilatoire de pouvoir aller autant en profondeur, de ne pas se mettre des limites en se disant, oh là là, dans 2 mois, il faut que je rédige. Et voilà, donc ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, on est tout seul. On est sur un bateau, tout seul. Tout seul. Et du coup, on peut se dire ça, on est sur un bateau tout seul et on a la radio qui fonctionne des fois et des fois non. Et là, du coup, on peut communiquer avec d'autres chercheurs, notre directeur, notre directrice de thèse. Et si on est tout seul sur le bateau. Et donc, bah voilà, on tire les bords qu'il faut tirer, on est tout seul. Donc, il y a un côté extraordinaire parce que pour la première fois, vraiment, on prend les décisions, on fait les choix, on fait des coupes, on avance, on fait les choix du vent, on tourne quand on veut tourner. Voilà, on est tout seul. On est capitaine de ce bateau-là. j'adore. Et après, forcément, quand on est tout seul, bah, il y a des moments où on est dans le noir, quoi. Mmh, Et quand on est tout seul, bah oui, il y a des choses, des démons. Psychologiquement, c'est dur hein, d'être tout seul. Et donc, du coup, il y a ce travail de recherche qui est absolument passionnant. Il y a ces échanges avec d'autres chercheurs au niveau international qui est extraordinaire. On se sent vraiment faire partie du club de la crème de gens brillants, de pouvoir échanger avec eux, de se dire que, bah oui, ils me prennent au sérieux. Voilà, je partage avec eux. Et des théories et des réflexions que j'ai, voilà, on en parle, c'est génial. Et en même temps, oui, bah, le soir, et quand il faut rédiger et quand il faut se poser et voilà, on est tout seul. mmh, Et c'est là où je pense que cet aspect psychologique, on n'y pense pas quand on se enfin, moi, j'y pensais pas en me lançant là-dedans, de manière peut-être un peu innocente. Et là, du coup, bah, les moments où on doute, parce que tout le monde a des doutes, hein, même des gens qui ont plutôt confiance en eux, ils en auront des doutes, hein, c'est sûr. Et puis, on se sent tout seul parce que, bon, moi, j'ai la chance que mon conjoint a fait aussi une thèse de doctorat en archéologie, donc du coup, trop bien. ces problématiques-là, il est passé par là avant moi, donc et moi, je l'ai vu traverser et avoir des moments très, très noirs aussi, donc OK, voilà. Mais sinon, nos amis proches, notre comprennent pas. famille, qui peuvent être les plus bienveillants possibles, tant qu'on n'a pas vécu ça, je suis désolée de le dire, mais tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas comprendre, en fait, complètement. Je suis d'accord avec toi. J'en ai longtemps Et voulu à mon entourage de pas comprendre, mais en fait, c'est pas possible. non, bah, non.
C'est pas possible. Aujourd'hui, ça va mieux. On disait tout à l'heure, que pour toi, les gens qui faisaient des thèses, c'était des gens, extrêmement brillants. Ça m'a fait sourire parce que moi, quand j'ai démarré, je me suis dit: «La thèse, enfin le doctorat va me rendre brillante». Mmh. C'est-à-dire, c'est par cette expérience-là que je vais devenir comme eux et Mmh. c'est le diplôme qui va conférer à mon identité ce truc en plus, tu vois? Et en fait, quand je me retrouvais seule, dans les doutes et même après avoir obtenu le diplôme, je me disais: «Mais en fait, il a rien changé en moi, ce diplôme. Si enfin, tu vois, moi, je me sens pas plus brillante qu'avant, donc en fait, c'est quoi qui va me rendre brillante?» Tu vois? Je sais pas si ça a un lien avec ça, mais du coup, je pense que quelque part, on est poussé à aller encore plus loin dans, voilà, voilà, tu veux être reconnu, tu veux qu'on t'écoute, tu veux faire partie, de ceux qui ont une voix, tu veux impacter, alors il faut faire quoi? Si le doctorat ne te permet pas de te sentir, comme ceux que tu vois. Comment je sais pas Mmh. comment dire, ça collait pas. Je Je me sentais comprends. toujours pas comme eux. Oui. Donc alors que j'avais, finalement réussi à acquérir le même statut et etc. Est-ce que est-ce que c'est à ça aussi que tu pensais, quand tu étais dans le noir? Ou est-ce que c'était d'autres choses? Est-ce que c'était un niveau plus perso? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, les choses qui ont pu, toi, te bousculer, et activer ce processus de transformation? Je pense que ces problématiques-là, être à la hauteur, avoir envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, Mmh. et de pas trouver en fait de répit et de sérénité là-dedans. Je pense que ça, c'est vrai pour les chercheurs, pour et ce parcours-là, parce qu'il y a beaucoup de moments où on est tout seul, mais j'ai l'impression que c'est quand même, un effet de la société où, voilà, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours, exceller. Je pense que c'est vrai dans la culture française et où on nous rabâche beaucoup ça, les Ouais. élites et voilà, il faut toujours aller plus loin, toujours plus haut et du coup, on a envie de faire partie de ce groupe de gens, sélectionnés sur le volet, de ce petit groupe Mmh mh. et voilà, on veut atteindre le Graal, quoi donc Ouais. mais je pense que c'est aussi vrai dans plein de types de domaines différents. Dans la recherche, c'est encore plus, challengeant parce il y a plein de moments où on est tout seul, et on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener et on se dit que voilà, ça va être, plusieurs fois, j'ai dit à mon conjoint, quand il a eu sa thèse d'ailleurs, je lui ai dit: «Tu vois, c'est le diplôme académique le plus élevé. Ouais. Il y en a pas d'autre. Après on peut avoir des postes, des Mmh mh. titres Mmh. et cetera, Mmh. mais c'est le diplôme le plus élevé. Ça permet de redescendre un petit peu, dans les tours, de se dire ça, je trouve et de se dire que quoi qu'il advienne, par la suite, et de pas tomber, dans un gros coup de déprime, après la soutenance et cetera, de se dire: «OK, j'ai quand même accompli quelque chose d'extraordinaire, quelque part». Alors est-ce que c'est souhaitable à tout le monde? Je crois pas et c'est pas nécessaire à tout le monde, mais oui, c'est quand même quelque chose qui est hors norme, ça c'est clair. En France, c'est moins d'1 % de la Ouais. population qui a une thèse de doctorat. En Allemagne, c'est 2 c'est quand même pas grand-chose. Ouais. Donc et puis en tant que femme, d'avoir, Mmh mh. l'opportunité de poursuivre dans les études académiques, c'est quand même extraordinaire. Donc Totalement. voilà. Donc je pense qu'il y avait tout ça et puis, moi je pense que c'est dans mon cas, quelque chose qui vient de l'enfance, d'un manque de confiance en moi général et je pense que c'est aussi quelque chose que partagent, j'ai l'impression quand même pas mal de femmes, de se dire que voilà, qu'on n'est pas forcément à notre place, qu'on sait faire plein d'autres choses, mais voilà, moi Mmh. je me destinais pas du tout à ça et oui et là on est face à ça. Est-ce que je suis assez maligne, pour poursuivre? Et en même temps, je pense que j'ai quand même réussi à persévérer parce que j'avais ces 10 ans d'expérience professionnelle. J'avais pu me confronter à la vie professionnelle, j'avais été dans des conférences et j'avais pu petit à petit me frotter à tout ça et voir qu'il y avait des gens qui étaient très compétents, il y avait des gens très brillants et cetera, mais que c'était des gens, voilà, monsieur, madame, tout le monde, oui, c'était des gens, intelligents et qui avaient persévéré dans ce qu'ils font, mais je me suis rendu compte que je me sentais pas du tout en décalage, je me sentais à ma Ouais. place. Donc dans les Mmh. moments de doute, j'ai essayé de me raccrocher à ça. Ouais. Même si, il y avait quand même le petit diable qui me disait que j'y arriverais pas et que c'était pas la peine et que de toute façon j'étais nulle. Ouais. Non, je comprends totalement. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais, que tu étais un peu un bulldozer, que tu étais quelqu'un, d'hyper déter et tout, que tu étais quelqu'un de solide Oui, et là, tu dis: «J'avais aucune confiance en moi». oui. Comment t'expliques ce
ces deux réalités, parce que souvent quand on voit des gens qui ont l'air très forts, enfin je Mmh. pense que tu es peut-être l'archétype des personnes qu'on voit autour de soi quand on est doctorant et on se Ouais. dit: «Ouais, moi je suis pas comme elle, elle Ouais. est, ceci, elle est cela, elle a l'air forte» et pourtant tu dis: «Non, moi j'avais pas confiance en moi, non, moi j'ai pris du poids, ça a été très dur, j'ai passé des nuits blanches». J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ça, parce que c'est quelque chose que je rappelle souvent. On peut avoir l'impression qu'autour de nous, tout le monde a l'air de bien se porter, tout le monde s'accroche, ça a l'air simple pour les autres, et nous, on sait au fond de nous que c'est dur le soir, que c'est dur, certains jours. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Je pense que le monde quand même nous vend avec les réseaux sociaux on va bien tout le temps et on est Ouais. toujours voilà très linéaire sur voilà, où on va bien tout le temps ou alors c'est la catastrophe tout le temps, on n'arrive à rien. Je pense que ça, avec l'âge, j'ai passé Mmh. 40 ans maintenant, je commence à bien me rendre compte que ça fonctionne pas comme ça et je pense que les gens qui ont en eux de la détermination, qui ont en eux beaucoup de créativité et ben c'est les montagnes russes, quoi. Ouais. Je crois pas que ce soit possible autrement. Et donc, bah, c'est des gens qui vont être sur le devant de la scène, qui vont faire une intervention extrêmement brillante dans leur domaine, qui vont être des orateurs extraordinaires, qui vont avoir la finesse intellectuelle de trouver les sujets de recherche intéressants, qui sont les gens qu'on admire en fait dans les Ouais. conférences. Et on se dit, ah ouais, ils sont forts, ils sont ancrés. Et Mmh. tout leur va bien, tout est toujours ouvert, toutes les portes s'ouvrent miraculeusement devant eux, ils ont jamais de problème. Je pense que ça c'est un leurre. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Si on leur posait la question dans Ouais. l'intimité, on verrait que tout ça c'est quand même. Il y a beaucoup plus de nuances. On n'est pas sur du blanc ou du noir. Et donc, du coup, et ben, c'est avoir autant cette force intrinsèque qu'on a dans le ventre et on sait que, voilà, on avance et l'énergie, elle est là et on avance. Et ben, le revers de la médaille, c'est des moments de doute, c'est des Ouais. moments compliqués où on se dit que c'est même pas la peine. Sur la dernière année de thèse, sur la rédaction finale, au moment où j'avais plus de financement, je me suis honnêtement dit, OK, j'arrête. Ouais, OK. À un moment donné, physiquement, c'est plus possible. Ouais. J'arrête. Et je me suis dit, on m'a enseigné depuis toute petite qu'il faut finir ce qu'on commence. Et bien peut-être qu'en fait, c'était une idiotie, ce truc. Ouais. Et des fois, quand ça te coûte trop, je vais pas me couper un bras. Et donc, j'arrête, je pose les valises et j'en reste là. Et c'est pas grave. Et je vivrai bien avec ça. Et c'est pas grave. Et là, c'est mon deuxième directeur de thèse qui m'a récupéré et qui m'a coaché sur les 6 derniers mois, où on s'est vu tous les mois, individuellement. C'était pendant le Covid. J'ai été chez lui, à la maison. Sa femme me faisait du thé. Sans lui, j'aurais pas fini. J'aurais pas fini. Je me suis dit, OK, moi, il a fallu que je trouve du travail. J'avais du travail. J'avais un CDI. Je me suis dit, bon, OK, bah, donc la recherche, c'est pas pour moi, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie quand même. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui n'ont pas de toit sur Mmh. la tête. Je veux dire, moi je vis en Europe, j'ai un toit sur la tête, je peux payer mon chauffage. Je veux dire, tout va bien. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dramatiser. Et bah, peut-être que c'était pas pour moi, c'est pas grave. Est-ce que tu penses que tu l'aurais regretté? Je pense, et lui, c'est ce qu'il m'a dit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à dire. Quand il m'a dit, écoute, on se relance, on finit cette monographie, on y va. Le sujet, il est intéressant. Tu as déjà tellement travaillé. Ouais. Donc, on lâche pas, on s'organise et on le fait. À ce moment-là, je me suis dit, OK, moi, je n'y crois plus, je veux arrêter. Mais lui, il y croit. Et c'est un grand pont dans ce domaine. Et je me suis Mmh. dit, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai pas besoin d'y croire, moi. OK. Si lui, il y croit, il faut que je lui fasse confiance. Il me connaît pas, je suis pas de sa famille, il a absolument aucun intérêt. Il me suivait pas, c'était mon deuxième directeur de thèse, donc d'une autre institution, donc il allait même pas prendre les crédits de la fin de ma thèse. Voilà, Ouais, ça il t'a était en aidé fin, en fait. 2 ans plus tard, il est parti à la retraite, hein, Ouais. donc Le et fait qu'il y ait aucun enjeu pour lui, ça t'a porté zéro. un petit peu? Je me suis dit, à un moment donné, on rencontre sur son parcours des gens extrêmement intelligents, extrêmement brillants, et si lui il y croit, ça serait quand même extrêmement déplacé de ma part et extrêmement mal poli en fait. Très malvenu de lui dire que son avis n'a pas de valeur et que si lui trouve que scientifiquement c'est intéressant, bah, je m'en fiche. D'accord. Je me suis pas sentie de lui dire. Et Mais est-ce ça m'a porté voilà. qu'il y croit comme ça. Vraiment, vraiment.
Et les premiers mois, je me suis dit, OK, donc là, on fait un programme et on se lance et on va voir. Et puis après, je me suis remis dedans, j'ai bien avancé. Et puis après, je me dis, OK, donc là, on tire le truc, on va jusqu'au bout. Je me suis mis des deadlines et j'ai dit, OK, avant l'été, le truc, il est rendu et il est plié. OK. Et c'est assez important de croire quand quelqu'un nous dit, voilà, Ah ouais. il m'a pas dit ça pour me faire plaisir. Et t'en penses quoi maintenant de quand on commence un truc, il faut le finir? Je pense que c'est à prendre avec un petit peu de pincette quand même. Donc, en l'occurrence, je suis extrêmement contente et fière de l'avoir terminé. Mais si ça s'était pas présenté comme ça, que j'avais pas eu le soutien que j'ai eu pour terminer, je pense que la question, il faut vraiment se la poser. J'ai vu d'autres collègues qui ont dû abandonner, mais parce que c'était plus possible pour eux et qui encore maintenant ont du mal à aller au-delà. En tout cas, accepter à faire le deuil de pas avoir été au bout. Mais il y avait tellement de choses qui n'étaient pas entre leurs mains et ils avaient tellement pas de soutien et pas de ressources pour continuer à avancer que c'était la meilleure chose pour eux d'arrêter. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide, mais je veux pas dire... Non, je pense qu'effectivement, ce truc-là, dans ce domaine-là, en l'occurrence, dans quelque chose qui est tellement engagé intimement, personnellement, qui a un impact sur la vie au quotidien, personnellement, et puis celle de ses très très proches, hein, de son conjoint, de sa conjointe, il faut se poser la question, si à un moment donné, physiquement, c'est plus possible, faut pas se couper un bras, quoi. Non. Ouais, Donc je suis oui, d'accord avec toi. si la solution c'est d'arrêter, eh ben faut arrêter. Ouais. Et t'en penses quoi aujourd'hui du fait que les docteurs, ce seraient des gens brillants, ce serait la crème de la crème? Est-ce que, tu disais tout à l'heure que pour toi, c'était quand même quelque chose dont tu es très fier, quelque chose qui est pas commun, etc. Et en même temps, est-ce que tu as toujours la même image des gens qui ont un doctorat, des docteurs? Non, elle est un petit peu plus nuancée, c'est sûr. Mm. Dans le sens où autant j'ai eu la chance de rencontrer des gens brillants, des gens très fins, plein de gens extraordinaires, ça c'est sûr, mais aussi d'autres qui ont vécu peut-être l'expérience doctorale d'une manière un peu plus légère parce qu'ils Mm. étaient moins engagés intellectuellement, ils ont pris ça comme un exercice, comme un autre, ils sont rentrés dans le cadre, ils ont voilà, fait les cases, ils ont coché les cases les unes après les autres, et puis voilà, c'était une petite promenade de santé. Pas, quand même, peut-être pas quand même, mais voilà, en tout cas, ils ont eu des expériences plus légères, plus psychologiquement et physiquement plus gérables. Et donc voilà, eux, leur chance, peut-être de prendre le truc un petit peu moins au sérieux que quand on est très passionné, très engagé. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de la nuance après à mettre dans tout ça. Après cet exercice-là, hein, de se retrouver face à soi-même, face à ses démons, il est facile pour personne, hein, je crois pas. Et ça, je le vois depuis. Les gens qui, quel que soit l'âge de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, on se rend compte que voilà, cette personne-là a aussi fait une thèse de doctorat. On sent quand même un lien. Mm. On sait ce qu'on a vécu les uns les autres et on se reconnaît, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, on sait que ça a été dur. On sait que ça a été dur. C'est clair. Je pense que ce qui est important dans le fait de finir et d'obtenir le diplôme à la fin, quand on passe par toutes ces étapes, où on est vraiment dans le dur, bah, c'est que on arrive à retrouver cette légèreté, en fait. Moi, c'est ce que ça m'a aidé en fait, parce que je vois beaucoup aujourd'hui de doctorants avec qui je travaille qui sont encore dans, le très sérieux, le très impliqué. Je me vois, en fait, à l'époque où Mmh. j'étais comme eux, en fait. J'étais tellement sérieuse, tellement engagée, je sais pas comment dire, mais Mmh. quand je le vois aujourd'hui, ça me fait sourire, je trouve ça tellement mignon. Je Oui, me dis mais c'est vraiment le terme, je trouve ça, touchant, en fait, de oui. voir des personnes, des jeunes, aussi, sérieux dans cet engagement qu'ils ont pris, à la fois avec eux-mêmes, mais aussi envers l'université, qui est une institution Mmh. qui respecte toujours énormément. Des professeurs, souvent il y a un lien aussi dans la famille, il y a souvent quelque chose aussi et je me dis, vivement qu'ils obtiennent ce doctorat, en fait, parce que Mmh. en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de dédramatiser. C'est pas parce que moi aussi j'ai décidé d'arrêter à un moment, ça m'a pas aidé ça, tu vois? Ouais. Mais c'est vraiment le fait d'obtenir le diplôme qui m'a permis de me dire: «Mais non, en fait, c'est pas censé être lourd comme ça, enfin, c'est rigolo, quoi. En Mmh. fait, ça a rien changé à ma vie, ça change pas qui je suis, je suis pas, différente d'avant, je suis toujours la même, tu vois? C'est comme Mmh. devenir riche du jour au lendemain, je sais pas comment dire. On se fait tout un monde de ce que ça doit être et en Ouais. réalité, bah, ça change rien. Ça change rien. Tu dois, faire avec, qui tu es et ton diplôme, ça changera rien donc ça enlève un poids, je trouve, énorme. Oui.
Mais Bref. ça va, après, moi je fais plus de recherche, pure et en je fais pas en tout cas, je fais plus que ça. J'ai la chance de continuer à faire, participer à des projets de recherche. Là, j'ai un projet de recherche en plus du reste de mes activités qui est en cours et du coup, j'étais extrêmement fière de faire la demande moi-même, d'être aux manettes, quoi. Ouais, Et cette demande de financement-là, c'est un gros financement, hein, c'est 350 000 €, donc c'est un ouais, gros financement. Je l'ai écrit en 2 semaines. ouais. Aussi parce que j'avais cette confiance en moi, en fait. Je Mais me suis bien dit: sûr. «Mais» c'est comme c'est même pas un article. Un article, faut vraiment être sûr que toutes les références soient nickel, nickel, parce que je suis hyper Mmh. perfectionniste. Mais là, c'est une demande de financement, donc ils m'ont dit: «C'est 15 pages avec le budget intégré». Je fais: «OK, donc c'est 10 pages, quoi. OK, bah, Ouais. les doigts dans le nez, quoi, trop facile». Ouais, Et donc j'ai été extrêmement détendue et du coup très concentrée. ouais. Très focus et du coup, ouais, je crois que c'est quand on a couru le marathon, on nous dit: «Il y a un petit 5 kilomètres là, voilà, c'est la petite course, du petit village du coin. Oh, il y a pas d'enjeu». Ah oui, bah, les 5 kilomètres, pas de problème, quoi. Ouais. On y va tranquille, sans entraînement, C'est ça détendu qui est dingue. C'est et ça on qui est dingue. profite et Ouais, voilà, on prend du plaisir. On ouais. prend du plaisir. Ça aussi, on l'oublie. On l'oublie, au cours du doctorat, on Ouais, oublie le plaisir, je pense. On doit passer outre, le problème de plaisir. ouais, Parce qu'il y en a plus, hein. À un moment donné, je pense qu'on passe tous par des phases où on en a plus rien à faire, en fait, du sujet en lui-même, on a juste envie de finir et puis on se demande comment la passion pourrait bien revenir un jour, en fait. ouais, Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est fou parce que d'un côté, ça nous fait rire et on se dit: «Mais quel» c'est comique en fait d'avoir vécu à ce point de drame pendant la thèse ouais, alors que finalement, c'était tout ça pour ça. Enfin franchement, c'est ça qui est fou et d'un ouais, autre côté, on a une force qui est réelle, une confiance que moi j'avais jamais eue avant, mmh, des capacités, une vitesse pour faire les choses, qui est devenue mais moi-même des fois je me surprends de tout ce que j'arrive à faire en une année, du chemin que j'arrive à parcourir, des capacités que j'ai, et vraiment encore hier je regardais, mes résultats sur un truc, je m'attendais à avoir fait, je sais pas, 15 000, enfin, et en fait le chiffre c'était 43 000 et je me suis dit: «Mais waouh quoi, j'ai fait ça moi, mais c'est fou!» ouais, Et enfin je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais il y a quand même quelque chose de transcendant là-dedans, enfin je trouve qui est ouais, extrêmement transformateur. On s'en rend même pas compte, tellement c'est mmh. profond en fait, ça se joue même sans nous, Ouais, tout à fait. dans l'inconscient presque. Je pense qu'il y a des Je déclics pense que c'est qu'on à comparer à un athlète de haut niveau, en fait. On est dans ouais, son c'est vrai. tunnel, donc on a les gens en face de nous, bah, qui sont à notre niveau, hein, Ouais, et donc, bah, forcément, on se sent, voilà, toujours, à vouloir faire mieux. Alors, c'est pas ouais, comme du sport, donc on n'est pas en compétition, voilà, virulente les uns avec les autres. Mais voilà, on se tire, les uns les autres vers le haut, on a envie de faire mieux, on se compare, et les résultats scientifiques, aux institutions, internationalement qui sont les plus compétentes et donc, voilà, on veut ouais. aller toujours plus haut Mmh, et voilà et quand on redescend un petit peu, bah, on se rend compte, voilà, on est bien entraîné, on est athlète mmh. de haut niveau et du coup, ça c'est ce dont tu parles aussi beaucoup, dans ton travail, bah, ces compétences-là, on les a, Ouais, et du coup, elles vont pouvoir être, transformées, dans la vie professionnelle par la suite. Moi, j'ai l'impression que ces 2 dernières années, là, je me rends vraiment compte, parce que pendant la thèse, comme moi, ça s'est un peu décalé par rapport à ouais. l'âge, je me sentais encore jeune chercheur, alors Mmh. que j'ai déjà passé 40 ans, je suis jeune chercheur un petit peu comme ça éternellement et Ouais, c'est seulement maintenant là, ma thèse vient de sortir en ouvrage officiellement, monographie imprimée et du coup, ça y est, là, je me sens vraiment être, à ma place et puis aussi, avoir la ressource et la sérénité d'esprit pour, bah, aider des plus jeunes, aider ouais, des étudiants, être là pour donner des réponses et donc bah, quand les gens se tournent vers moi pour, avec certains questionnements scientifiques ou en recherche, je me rends compte de tout ce que je sais bah, ouais, moi et ça quand aussi. on est dans la thèse, on est dans le tunnel donc on Ah n'a oui, pas ces échanges-là avec les gens parce qu'on est en train d'essayer on est sous l'eau en train d'essayer de finir et donc c'est seulement, après la thèse que ça arrive. ouais, et d'ailleurs, on peut même dire que les déclics, on peut les avoir parfois 2 ans après. Enfin, je veux Mmh. dire, c'est pas immédiat, hein. De toute Non, façon, il y a encore tout un processus après l'obtention du diplôme, je trouve, tout à fait. qui est, assez long. Au départ, il se passe rien, on se dit: «Bon, Mmh. ben, il se passe rien». En fait, si, il se passe plein de choses, c'est juste que ça se joue pas, au niveau conscient. Il y a plein de choses qui vont arriver et ça prend du temps, quoi. C'est clair et moi aussi ce côté, je me sens vraiment dans la maîtrise que depuis, allez, un an ou 2 quoi, Oui.
Depuis après ma thèse, pas du tout, je j'ai l'impression d'être même pas sortie du tunnel vraiment et aujourd'hui, ouais, quand en fait, c'est quand j'ai commencé à conseiller, que j'ai créé mon activité, que je me suis rendu compte du chemin parcouru. Parce que je me reconnaissais dans beaucoup de profils et de questionnements que j'avais eus, mais je me disais: «Waouh, j'ai l'impression d'avoir vécu ça il y a 20 ans». Et ça me paraissait, extrêmement lointain et facile à résoudre, quoi. Ça et je pense que cette impression que c'est facile pour moi, ça aide énormément les personnes que j'accompagne parce qu'elles se sentent, vraiment, avec quelqu'un qui voit très bien, les étapes à suivre, tout est bon. Enfin, je Mmh. veux dire, pour moi, c'est plié d'avance, en fait Mmh. et à chaque fois, ça s'est, vérifié. Donc ouais, il y a un sentiment de maîtrise qu'on n'a peut-être pas tant qu'on n'a pas le projet aussi qui vient nous montrer à nous-mêmes qu'on est capable, qu'on est largement à la hauteur et peut-être que sans, ton projet, là, ton gros financement, peut-être aussi que sans cette occasion-là, tu aurais pas encore ce sentiment de maîtrise, Mmh. sur ce type d'aspect, en fait. Oui. Donc c'est intéressant. Il faut attendre aussi que les opportunités arrivent, après, quoi. Et puis je trouve que ça donne une certaine, on est soclé, on est vachement plus centré Ouais, et du coup, une assurance aussi, bien sûr. toujours en étant poli et en étant, Mmh. correct. Mais, j'ai eu la chance aussi de trouver du financement pour la publication de la monographie et ces dernières semaines, derniers mois, on était vraiment sur la fin de les dernières modifications et cetera, les petits allers-retours où on se dit: «Oh ça y est, on est prêt, on est à la fin» et puis ça prend toujours un petit peu plus de temps. Et du coup, le financeur revient vers moi, mais de manière, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, assez désagréable, Ouais, en me disant: «Bon, madame, quand même, ça suffit, là, ça fait plus d'un an qu'on y est, donc ça va être pour la Saint-Glinglin ou quoi?» En gros, c'était la blague par email, c'était à peu près de cette teneur-là. Et alors, j'ai fait quelque chose, je me serais jamais sentie capable de le faire. Je lui ai répondu tout à fait calmement, tout à fait sereinement. Je lui ai dit que je pense que quand on a fait ce parcours-là, la question du fait que je sois quelqu'un de confiance qui va au bout des choses, je crois qu'elle se pose plus. voilà, terminé. Terminé. Je ne me suis pas justifiée, je ne suis pas rentrée dans Voilà, le détail du processus et pourquoi ça prend du temps et parce que, l'éditeur et truc et parce que je fais comment le processus se passe, que voilà, je ne suis pas rentrée dans le détail en fait parce que je ne voyais pas l'intérêt. mmh. Je me suis dit: «Mais à un moment donné, ça suffit quoi». Et bien sûr. C'est marrant, ça paraît bête, mais moi aussi souvent je me dis: «Mais avant je me serais justifiée, j'aurais Oui, expliqué, j'aurais dit». J'étais la reine pour ça. ouais, Franchement, bah non, moi c'est pareil maintenant. Ah OK. Non, ça se passe pas comme ça avec moi en fait. mmh, Je me justifie pas, c'est comme ça. Enfin tu prends pas en fait, oui, moi, c'est pas grave, pas de problème. En général, il y a pas d'enjeu en fait. Les gens, c'est ça. s'alignent, bien sûr et ça il faut le vivre pour le comprendre aussi je pense. Mais c'est la maturité aussi qui fait, hein. Je pense que Oui, c'est l'âge évidemment, aussi, il y a beaucoup évidemment, de choses, hein, c'est clair. Bon allez, peut-être une évidemment. dernière petite question, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'Amandine, d'il y a quelques années, qui démarrait sa thèse? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? À cette Amandine qui a douté par exemple? Tu es dans le noir, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Non, je pense que je lui dirais: «Écoute, accroche-toi. Accroche-toi, tu es dans ton bateau, il y a un gros coup de vent, un gros, gros, gros coup de vent et bah, tu te mets au fond de la coque, tu attends parce que Ouais, là, de toute façon, tu peux pas faire grand-chose. C'est le noir, là, faut que tu descends toutes les voiles, tu attends que ça se passe, fais le dos rond, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a peut-être un peu à écoper parce que, il y a un peu d'eau qui est rentrée, mais tiens le coup, tiens le coup. Moi, ce qui m'a permis aussi de tenir, c'est j'ai toujours maintenu de faire du sport, d'avoir une vie, ouais. privée, même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, hein. C'est des semaines, de 60 heures, ça c'est clair Mmh. et j'ai toujours fait des sports depuis que je suis toute petite. C'est qu'il y a des moments où j'étais pas contente à mes entraînements parce que ça fonctionnait pas, parce que j'étais énervée. Je me dis: «Bon allez, je vais au sport, ça va me faire du bien» et puis c'était la cata, mais c'était quand même bien d'y aller. Ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est quelle que soit l'activité qui nous fait du bien, ça peut être du sport ou quel que soit ce qui nous fait du bien, il faut s'accrocher à ça. Et c'est pas sur un truc où il faut faire, de la course, du machin et puis il faut rester en forme et puis il faut pas prendre des tout ça. Non, Non, c'est pas c'est ça. sur le plaisir, et puis ça peut être aller à des concerts, ça peut être n'importe quoi, Mmh. mais s'accrocher à ça, se le planifier, se le mettre dans son calendrier et s'accrocher à ça et de se dire: «Voilà, ça, c'est des beaux moments qui me font du bien» et ne pas laisser tomber ça. Totalement d'accord. C'est vraiment pas une question de faut être lisse, faut tout faire bien, faut être Non. sain, avoir une vie saine, des pensées saines et tout faire bien. Non, c'est pas ça, quand on dit: «Faut faire du sport pendant la thèse», c'est juste,
Fais ce qui t'anime aussi par ailleurs, ce qui te Ouais, plaît, ce qui te fait du bien, même si c'est même pas bon pour la santé, j'ai envie de te dire. Moi, je non, c'est sais pas que je me grave. suis pas mis de pression, tu envie de faire ça, tu veux sortir, vas-y sors, on verra plus tard, tu as besoin en fait. Ouais, Vas-y, c'est tout. Et ça aussi, ouais, ça m'a totalement aidée, parce que tu te donnes l'autorisation aussi, oui, quelque part. s'écouter Ouais, voilà, et c'est un s'accorder premier pas. des Ouais, petites folies comme bah ça. oui, c'est clair. C'est clair, on les docteurs sont pas des gens, aussi lisses qu'on le pense. Non, Merci beaucoup, avec grand Amandine, plaisir. vraiment. Et peut-être qu'on peut dire où on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, si jamais quelqu'un veut te contacter, quel est le Aucun réseau souci. privilégié sur Sur LinkedIn? LinkedIn, c'est vraiment très facile de me trouver. Donc, Amandine Colson sur LinkedIn, me contacter, m'écrire, et puis je répondrai. On peut échanger les emails. Cool. Moi, j'ai eu la chance au cours de mon parcours de rencontrer, comme je l'ai dit, des personnes qui m'ont aidé. Et voilà, le relais, il faut qu'il se passe aussi. Donc, Je suis d'accord avec toi. n'hésitez pas si vous sentez que, voilà, faut me contacter, pas de problème. Si on peut faire, on fait. C'est évident. Merci Amandine et à Merci bientôt. à toi.